À quel point peux-tu croire en une personne? Jusqu'où peut aller la douleur d'une femme trahie? Nadia gisait au sol. Son corps souffrait. Elle dit un nom. Maurice, dans un coin. Le marabout la fixait. Il n'avait ni compassion ni peur. Ce que tu as envoyé, tu es revenu. Nadia se redressa avec peine. Ce n'est pas possible, balbutia-t-elle. Ce n'était pas moi qui devais souffrir. C'était elle. Elle, pas moi. Le marabout répondit. Tu as choisi la voie du sang. Nadia reprit. Non, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas rester comme ça jusqu'à mourir, après tout ce que j'ai fait pour lui, après tout ce que j'ai donné. Elle s'interrompit, sa voix se brisant dans sa gorge. Le marabout la regardait toujours, immobile, comme une statue. Tu as voulu la détruire, n'oublie pas, reprit-il calmement. Nadia poussa un hurlement, mélange de douleur et de rage. Ses mains frappaient le sol. De retour à la maison, Nadia, assise dans sa chambre. La douleur la ramenait inévitablement à ce passé qu'elle aurait voulu oublier. Elle se revit, quelques années plus tôt, la première fois qu'elle avait rencontré Maurice dans un bar du quartier. Il n'avait pas grand-chose, diplômé sans emploi, juste cette façon de parler qui donnait envie de croire en lui. Il lui avait dit qu'il voulait réussir, qu'il refusait de finir comme ces hommes du quartier qui passaient leur vie dans la poussière à regarder les années filer. Nadia avait aimé sa détermination et c'est ainsi que leur relation commença. Les débuts furent doux. C'était comme si le monde entier s'était ouvert devant eux. Quand ils marchaient côte à côte, ils parlaient comme des rêveurs. Un jour, disait Maurice, on aura notre propre boutique, des étagères bien garnies et ton nom gravé sur la devanture. Nadia riait, les yeux brillants. Et moi, j'aurai un bureau, une vraie table, pas ce petit coin serré dans le service où je travaille. On voyagera aussi, toi et moi, peut-être Dubaï, pourquoi pas? Ils rêvaient à voix haute, insouciants, convaincus que l'avenir leur appartenait. Nadia, elle, avait pris ses rêves à cœur. Chaque fin de mois, quand elle recevait son salaire de secrétaire, elle mettait de côté une partie, discrètement, sans rien dire. Elle renonçait aux petites choses qui faisaient envie aux autres filles de son âge. Pas de robe neuve, pas de sortie dans les maquis branchés. Quand ses amis se moquaient gentiment d'elle, elle répondait simplement « L'argent d'aujourd'hui construit demain ». Peu à peu, elle avait réuni une somme. Une nuit, dans sa chambre, elle l'attendit, Maurice, serré dans une enveloppe. « Tiens, dit-elle doucement. Ça t'aidera pour commencer ton commerce. » Maurice la regarda, surpris. « Mais Nadia, tu as mis combien de temps à économiser ça? »« Tais-toi, » répondit-elle avec un sourire timide. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. » Il resta un moment silencieux, ému, puis il l'enlaça. « Tu es ma bénédiction, Nadia. Avec toi, je peux aller au bout du monde. » Ce soir-là, Nadia sentit son cœur gonfler d'orgueil. Elle croyait bâtir leur avenir. Elle se voyait déjà dans cette maison dont il parlait souvent, des enfants jouant au soleil. Et Maurice lança son premier petit commerce. Le kiosque était peint aux couleurs d'un opérateur téléphonique. Il faisait des transferts de crédit, des écouteurs bon marché. Une petite vitrine exposait quelques téléphones d'occasion, attirant les regards curieux des jeunes du quartier. Nadia se tenait toujours à ses côtés, l'encourageant quand les affaires ralentissaient. Parfois, elle rentrait du travail fatiguée, mais elle passait quand même au kiosque pour l'aider à fermer. « Tu travailles trop, » lui disait-il. « C'est notre rêve, Maurice. On doit se battre ensemble. » C'était cela, leur amour au début, une alliance, un sacrifice partagé. Nadia se privait pour lui, persuadée qu'elle n'investissait pas seulement dans son avenir à lui, mais dans leur avenir à deux. Mais les rêves dorés du départ commencèrent à se fissurer. Ce qui avait été une complicité sans faille laissa place à des silences et des doutes. Au fil des années, Maurice changea. Son téléphone vibrait plus souvent et il s'éloignait pour répondre. Quand elle lui demandait « C'est qui ?», il haussait les épaules, agacé. « Personne, des clients. » Nadia voulait le croire. Mais la distance se creusait. Un soir, ils étaient assis ensemble et Maurice regardait son téléphone d'un air distrait. Nadia posa la question qui la brûlait depuis des mois. « Maurice, tu me trompes. » Il avait éclaté de rire. « Moi, tromper la femme qui a tout fait pour moi ? Nadia, arrête tes bêtises. Tu crois que j'ai le temps pour ça ? » Elle y crut sincèrement. Puis il y eut ses absences. Maurice disparaissait parfois. « Je vais rencontrer un fournisseur, » disait-il.
Ça ne prendra pas longtemps. Un autre jour, il prétextait un rendez-vous d'affaires. Nadia fronçait les sourcils. Quel rendez-vous encore? On vend des cartes et des chargeurs, Maurice. Pourquoi tout ce mystère? Il claquait la langue, agacé. Nadia, tu ne comprends rien au business. Si tu veux qu'on grandisse, laisse-moi gérer. Elle se taisait, mais son cœur s'alourdissait. Elle le connaissait trop bien. Elle voyait ses yeux s'allumer différemment quand il parlait au téléphone. Sa voix se faire plus douce, plus vive, pas celle qu'il utilisait avec elle. Chaque fois qu'elle osait poser la question, il levait les yeux au ciel et coupait court. Arrête tes histoires. Tu veux gâcher tout ce qu'on construit avec ta jalousie? Alors Nadia se murait dans le silence, mais une certitude commençait à s'imposer en elle. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un, avait déjà volé la place qu'elle croyait acquise dans le cœur de Maurice. Et malgré ses soupçons, Nadia continuait à l'aimer. Elle reprenait confiance chaque fois qu'il posait ses mains sur elle en disant « Nadia, tu es ma force. Sans toi, je ne suis rien. » Une pensée douloureuse s'imposait à elle. Et si, malgré tout ce qu'elle avait donné, malgré ses sacrifices, Maurice avait déjà choisi une autre vie, loin d'elle? C'était un après-midi ordinaire. Maurice était seul au kiosque. Il s'ennuyait un peu, attendant les clients réguliers qui venaient d'ordinaire faire des transferts de crédit de 2 cents ou demander un câble de téléphone. Puis une voiture s'arrêta juste devant, dans le quartier. Ce genre de véhicule faisait toujours tourner les têtes. La portière s'ouvrit et une jeune femme en descendit. Soraya. Elle venait d'une famille aisée, respectée en ville, et avait grandi dans l'abondance. Elle s'approcha du kiosque. « Bonjour », lança-t-elle. « Vous faites des transferts de crédit ?» Maurice se redressa aussitôt, un sourire poli aux lèvres. « Bien sûr », répondit-il. « Quel montant voulez-vous ? » 10 000, dit-elle simplement. « Donnez-moi le numéro. » Elle dicta les chiffres lentement, son regard plongé dans le sien. Quand la transaction fut terminée, il hésita une seconde, puis osa. « Je vais garder le numéro au cas où il y aurait un souci avec le transfert. » Soraya eut un léger sourire. « Pas de problème. » La nuit suivante, Maurice envoya un message. Ainsi commença un échange innocent en apparence. Mais rapidement, les messages devinrent plus personnels, plus séducteurs. C'est ainsi que, les jours suivants, ses absences devinrent plus fréquentes. Nadia avait appris à reconnaître les silences de Maurice. Ces derniers temps, son téléphone ne le quittait plus. Il tapotait l'écran sans arrêt, un sourire discret accroché aux lèvres. Quand elle approchait, il verrouillait l'appareil d'un geste rapide. Un soir, alors qu'il s'était assoupi après une longue journée, Nadia céda à la tentation. Elle saisit le téléphone de Maurice, posé sur la table. Le code de déverrouillage, elle le connaissait par cœur. Elle hésita, puis appuya. Elle parcourut les messages et là. Soraya. Les mots défilaient, doux, complices, brûlant d'une intimité qui ne lui était plus réservée. Chaque ligne était une lame dans son cœur. Nadia prit des captures avec son téléphone, ainsi que les photos de Soraya. Elle devait garder ses preuves, même si chaque image l'anéantissait davantage. Cette nuit-là, Nadia ne dormit presque pas. Le choc de sa découverte brûlait encore dans sa poitrine. Mais au matin, la douleur fit place à une détermination. Elle devait l'affronter. Elle s'assit à ses côtés. « Maurice », appela-t-elle. « C'est qui, Soraya ?» demanda-t-elle. Maurice était surpris. « Quoi ?» Nadia lui montra l'écran de son téléphone, affichant les captures. « J'ai tout lu, Maurice. Tout. Tu n'as plus rien à nier. » Il resta silencieux un moment, pris au piège. Puis il souffla, presque soulagé. « Nadia, je voulais t'en parler. Je cherchais un moyen de te le dire sans te blesser. » Elle eut un rire amer. « Sans me blesser? Tu m'aurais laissé dans le mensonge combien de temps encore ?» Maurice détourna les yeux, mal à l'aise. « Nadia, je ne veux pas te mentir. Les choses ont changé entre nous. Ce n'est plus comme avant. J'ai essayé, mais je ne ressens plus la même chose. » Il soupira, cherchant ses mots. « Toi et moi, je crois que c'est la fin. » Nadia avait imaginé une dispute, des excuses peut-être, mais pas cette brutalité. Fini. Après tous ces sacrifices? Maurice secoua la tête. « Tu es une fille bien, mais j'ai besoin de plus dans ma vie. Avec elle, je vois un avenir différent. » Les larmes jaillirent malgré elle.
Donc, je n'ai jamais été assez pour toi. Maurice répondit, ne rends pas ça plus difficile. Accepte et avance. Il se leva et sortit de la chambre. Des jours après cette confrontation douloureuse, Nadia ne se résignait pas. Elle croyait encore qu'il s'agissait d'une crise passagère, qu'il finirait par revenir à la raison. Alors, elle multiplia les tentatives. Elle appelait. Parfois, il décrochait, mais sa voix était brève. Je suis occupée, Nadia. On parlera plus tard. Mais ce plus tard ne venait jamais. N'ayant plus vraiment accès à son appartement, elle décida de l'attendre un soir devant sa maison. Quand Maurice arriva, il sursauta en la voyant assise près du portail. « Nadia, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, visiblement contrarié. « Maurice, je t'en prie, il faut qu'on parle, » dit-elle, les yeux embués. Il secoua la tête, excédé. « Mais enfin, combien de fois je dois te répéter que c'est fini ? Nadia, tu dois refaire ta vie. » Elle baissa les yeux. Comment peut-il lui dire cela sans remords, se demanda-t-elle intérieurement. Mais Maurice ajouta, « Et si tout ça, c'est à cause de l'argent que tu m'as donné ? Alors, dis-moi combien c'est au total. Je vais te rembourser et qu'on en finisse. » Les paroles atteignirent Nadia de plein fouet, comme une claque. « Rembourser ? Tu crois que je t'ai donné cet argent pour être payé ? Non, Maurice, je te l'ai donné parce qu'on construisait une vie ensemble. Ce n'était pas un prêt. C'était notre rêve. » Elle marqua une pause, puis ajouta d'une voix plus ferme. « Tu me rejettes parce que tu as trouvé une fille qui a de l'argent, qui vit mieux que moi. C'est ça. Tu crois que je ne vois pas ?» Maurice détourna le regard. Il ne voulait pas répondre, mais son silence parlait pour lui. « Dis-le-moi en face. Dis-moi que mes privations, mes années à croire en toi ne valent rien parce qu'une autre peut t'offrir une vie plus facile. » Il resta impassible, refusant de croiser son regard. « Je n'ai plus rien à ajouter, » dit-il sèchement. Il avança vers la porte de sa chambre. Nadia, en larmes, le suivit de près, tentant encore de le retenir. Mais alors qu'elle posait sa main sur la poignée pour entrer à sa suite, Maurice claqua brutalement la porte devant elle. « Maurice! Maurice, ouvre-moi s'il te plaît !» chuchota-t-elle d'une voix brisée. Elle frappa doucement du poing, d'abord avec hésitation, puis plus fort, le rythme de ses coups résonnant dans la nuit. « Maurice, tu ne peux pas me faire ça, pas après tout ce qu'on a vécu. » Mais derrière la porte, le silence demeurait, comme si Maurice avait effacé sa présence d'un geste, comme s'il n'entendait plus son existence. Les larmes ruisselaient librement sur ses joues. Elle continuait à appeler son prénom encore et encore. Les minutes s'étirèrent en heures. Nadia resta assise devant cette porte close, les joues baignées de larmes. Puis, à bout de force, elle finit par se relever et rentrer chez elle. Le cœur réduit en cendres. Les jours suivants, elle passait au kiosque, espérant le trouver comme avant, mais Maurice n'y était presque plus. Quand elle demandait aux voisins, on lui répondait vaguement, « Il est parti, on ne sait pas où. » Quelques semaines plus tard, la nouvelle tomba. Maurice avait déménagé dans un autre quartier. Pire encore, il avait fermé le kiosque. Ce kiosque qu'ils avaient construit ensemble, qu'elle avait financé, qu'elle avait animé de ses mains. Nadia reçut ce coup comme une trahison supplémentaire. Il effaçait non seulement leur amour, mais aussi tout ce qu'ils avaient bâti côte à côte. Elle rentrait chez elle en larmes chaque soir. Ses amis essayaient de la consoler, mais rien ne pouvait combler ce vide. « C'est injuste », répétait-elle entre deux sanglots. Elle n'arrivait pas à y croire. Elle revoyait les économies cachées dans des enveloppes, les rêves partagés au clair de lune. Et maintenant, Maurice appartenait à un autre monde, à une autre femme. Chaque matin, elle se levait en espérant un appel, un message. Mais son téléphone restait muet. Elle le fixait pendant des heures, les yeux brûlants, attendant un signe qui ne venait jamais. Elle ne mangeait presque plus, dormait à peine. Elle essayait encore quelques appels, mais il ne décrochait plus. Ses forces l'abandonnaient et aucun réconfort ne parvenait à apaiser son cœur. C'est dans cet état de désespoir qu'un jour, elle entendit pour la première fois parler d'une autre voix. Une voisine lui parla discrètement. « Si tu souffres trop, il y a des gens qui peuvent t'aider. Des gens qui voient ce que nous ne voyons pas. » Au début, Nadia hésita. Elle avait peur. Elle ne croyait pas vraiment à ces choses. Mais la douleur, elle, était bien réelle. Puis, une nuit, une pensée sombre, persistante, la traversa. « Tu ne peux pas le laisser partir comme ça. » Au fond d'elle, un poison naissait.
Après toutes ces souffrances, après tous ces sacrifices piétinés, Nadia prit une décision terrible. Elle se rendit à l'adresse donnée, où elle rencontra le marabout. Nadia tremblait. J'ai tout donné pour lui. Il m'a quittée. Je veux qu'il revienne. Le marabout hocha lentement la tête. Tu as deux choix. Je peux te donner un rituel pour qu'il revienne à toi. Mais ce genre d'attache ne dure pas. Les liens se brisent avec le temps. Il la fixa intensément. L'autre choix, c'est d'éliminer celle qui t'a volé sa place, frapper à la racine du mal. Alors, il reviendra à toi. Nadia resta pétrifiée. Ses doigts s'entrechoquaient nerveusement. Tu veux dire? Le marabout baissa légèrement la tête. La rendre malade jusqu'à disparaître. Nadia avait imaginé le récupérer par des larmes, de la patience, mais là, c'était un chemin sans retour. Et si je choisis de le faire revenir? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. Il reviendra, oui, répondit le marabout. Mais son sort s'effacera et il partira de nouveau. Tu souffriras encore. Ces mots résonnèrent dans son esprit comme une condamnation. Revivre la douleur. Non, elle n'en avait plus la force. Nadia sentit ses larmes couler, mais ses yeux brillaient d'une lueur nouvelle, une colère. Alors, frappe-la, dit-elle. Qu'elle souffre. Le marabout esquissa un sourire à peine perceptible. Il attrapa une petite calebasse remplie d'eau trouble et la posa devant elle. Tu as fait ton choix. À partir de ce soir, son corps portera le poids de ton chagrin. Il commença à murmurer des incantations, ses mains traçant des signes dans l'air. La décision était prise. Au début, ce furent de simples malaises. Soraya commença à se plaindre de maux de tête persistants. Très vite, les choses prirent une tournure étrange. Un matin, alors qu'elle se préparait pour sortir, elle s'évanouit sans raison apparente. Ses parents, affolés, la conduisirent d'urgence à l'hôpital. Les examens s'enchaînèrent, analyses de sang, tests de tout genre. Les médecins restaient perplexes. Tout semblait normal. Aucune cause apparente à son état. C'est sûrement passager, dit un médecin en haussant les épaules. Reposez-vous, ça va passer. Mais cela n'allait pas passer. Les jours suivants, Soraya s'affaiblit encore davantage. Elle ne tenait plus debout sans aide, comme si la vie s'échappait d'elle goutte à goutte. Maurice était au chevet de Soraya presque chaque jour. Lui qui, quelques semaines plus tôt, rayonnait de bonheur à ses côtés, affichait maintenant un visage inquiet. Il l'encourageait, lui répétant que tout irait bien, mais à l'intérieur, il bouillonnait d'angoisse. Les semaines passèrent et l'état de Soraya empira. C'est alors que son père, homme profondément attaché aux traditions, prit une décision. Si la médecine ne voit rien, c'est que ce mal n'est pas de ce monde, dit-il un soir d'une voix ferme. Nous irons consulter. Après consultation spirituelle, ils apprirent que le mal n'était pas une maladie ordinaire. Il avait été lancé délibérément et selon ses révélations, il venait de quelqu'un proche du petit ami de leur fille. Les parents firent alors un rituel de retour à l'envoyeur. À partir de ce jour, la famille de Soraya devint méfiante. Quand Maurice se présenta à la maison pour voir Soraya, son père l'intercepta. « Tu ne peux plus la voir, dit-il d'un ton sec. « Mais je dois être auprès d'elle, protesta Maurice. « Non, coupa son père. Tu dois rester à distance. » Maurice dut se résigner, humilié, repoussé par la famille de celle qu'il croyait aimer et protéger. Au même moment, Nadia ignorait encore ce qui se tramait. Les premiers jours après le rituel de retour à l'envoyeur, elle se sentait étrangement fatiguée. Les signes devinrent plus inquiétants. Quand les douleurs commencèrent à s'intensifier, qu'aucun médicament ne calmait ses maux, la peur s'installa. Elle tentait de garder la face devant ses proches, mais son corps affaibli la trahissait. Pendant ce temps, Soraya retrouvait lentement ses forces. Le rituel avait agi et ses parents profitèrent de cette accalmie pour l'envoyer dans un pays voisin pour suivre ses études. Pour Nadia, en revanche, la descente aux enfers ne faisait que commencer. Et c'est alors, en sortant de chez le marabout, qu'elle comprit que le mal qu'elle avait voulu envoyer à une autre s'était retourné contre elle. Ce fut le choc brutal qui la ramena à la réalité. Tous ces souvenirs qu'elle venait de revivre n'étaient que le fil d'une histoire tragique, celle qui l'avait menée à l'état dans lequel elle se trouvait aujourd'hui. Une nuit, incapable de trouver le sommeil, elle retourna chez le marabout. « Aide-moi, supplia-t-elle. Je ne peux pas rester comme ça. Si je dois mourir, alors je ne veux pas que Maurice vive. Il doit payer lui aussi. »
Le marabout l'observa longuement. Ce que tu demandes est grave, plus grave que tout ce que tu as déjà fait. Je m'en fiche, hurla Nadia, sa voix déchirée par la douleur. Après tout ce qu'il m'a fait, il m'a jetée comme une chaussure usée pour une autre, pour ses belles robes et sa famille riche. Si je dois mourir dans cette douleur, qu'il meure lui aussi. Le marabout soupira. Tu comprends que ce que tu dis là est irréversible? Si je lance ce rituel, son souffle sera brisé. Il ne reviendra jamais. Nadia hocha la tête, les larmes roulant sur ses joues. Qu'il meure. Je n'ai plus rien à perdre. Le rituel commença. Le marabout fit des incantations. C'est fait. Le lien est scellé. L'homme que tu as nommé portera désormais ton mal. Quelques jours plus tard, Maurice était au travail, un emploi que Soraya l'avait aidé à obtenir lorsqu'une douleur explosa dans son crâne. Il tituba, les mains serrées contre sa tête, et s'effondra sous le regard paniqué de ses collègues. Transporté d'urgence à l'hôpital, il ne retrouva jamais vraiment ses esprits. Et un matin, à l'hôpital, il rendit son dernier souffle. Nadia apprit la nouvelle dans son lit, rongée par la fièvre. Un sourire amer effleura ses lèvres. Elle avait eu ce qu'elle voulait. Maurice n'avait pas échappé à son sort. Mais ce sourire s'effaça presque aussitôt, car malgré sa mort, rien n'avait changé pour elle. Son corps restait prisonnier du mal et son âme, plus que jamais, se consumait. L'amour peut pousser les gens à faire des choses inimaginables, mais lorsqu'il est trahi, il devient une arme qui détruit autant celui qui le subit que celui qui en est la cause. Promettre une vie à deux à une femme pour ensuite l'abandonner n'est pas seulement une trahison, c'est un vol de sa confiance, de ses années et de ses rêves. La trahison détruit, mais la vengeance consume encore plus. Quand on nourrit la haine, on finit toujours par boire son propre poison. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un j'aime. À la prochaine pour une nouvelle histoire.